Bonjour à tous et bienvenue dans Tour d'Europe, votre émission spécialisée dans le football européen à retrouver tous les lundis sur la page YouTube d'Eurosport. Je suis Cyril Morin et je suis ravi de vous retrouver en ce lundi chargé dans lequel on commencera par débriefer la Ligue 1 et notamment le match de dimanche soir, la victoire du PSG face à Strasbourg et une conséquence peut-être avec ce nouveau pénalty arrêté par Safonov. Lucas Chevalier doit-il être considéré comme un remplaçant? On posera la question à Elton Mokolo et on évoquera aussi avec lui évidemment la crise qui guette l'Olympique de Marseille à la veille du match face à Rennes et de la réception de Rennes en Coupe de France. De Zerbi est-il en danger? Les tensions à la commanderie. On évoquera tous ces sujets avec lui. On ira ensuite en Angleterre parler de Hugo Ekitike, superstar encore buteur avec Liverpool et carrément comparé à la légende Fernando Torres par Steven Gerrard. Où va-t-il s'arrêter? On posera la question à Philippe Auclair. Et on terminera enfin par un détour en Italie pour parler de la crise, là aussi, qui guette la Lazio de Rome. Une grève des supporters impressionnante lors du dernier match à l'Olimpico qui était quasiment vide. Que se passe-t-il? On posera la question à Guillaume Pacini. Tour d'Europe est donc à retrouver tous les lundis sur la page YouTube d'Eurosport France. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter. Et si vous préférez retrouver les meilleurs extraits de cette émission, rendez-vous sur le site et sur l'application d'Eurosport France. Vous connaissez le menu, alors Tour d'Europe, c'est parti. Et allez, on démarre cette émission avec la Ligue 1. Elton Mokolo qui est là, qui a vécu un week-end encore fast, j'ai envie de dire. Comment ça va, Elton? Cyril, comment ça va? Moi, je vais bien. Bonjour à tous, à toutes les personnes qui vont regarder l'émission. On a quand même eu un week-end qui a été riche en informations et riche en buts aussi. Riche en buts, c'est vrai. Et puis qui a succédé à une semaine européenne qui était aussi riche en enseignements. On va parler évidemment longuement de l'Olympique de Marseille dans un deuxième temps, Elton, pour se projeter notamment sur la Coupe de France et ce match décisif face à Rennes mardi soir. Je voudrais qu'on commence par le Paris Saint-Germain, qui s'est imposé dimanche soir en clôture face à Strasbourg, en infériorité numérique, évidemment, donc victoire de caractère. Déjà, est-ce que tu es rassuré un petit peu concernant l'évolution du PSG ces dernières semaines ou plutôt inquiet sur la façon dont cette équipe avance, mais un petit peu à l'arrache, on a l'impression? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est une victoire qui est très importante, qu'il ne faut absolument pas banaliser. Si le PSG venait à être champion de France, probablement qu'on parlera notamment de ce but de Nuno Mendes, de cette victoire très importante à 10 contre 11 sur la pelouse de Strasbourg. Le PSG restait quand même sur 2 résultats négatifs contre Strasbourg. La défaite de l'an dernier qui était sans conséquence parce que le PSG était déjà champion de France, et le match nul en début de saison sur le score de 3 buts partout. Donc c'est une victoire qui est très importante, la 6e victoire de suite pour le PSG. Maintenant, par rapport à ta question, on est quand même inquiet parce qu'on a un PSG qui ne trouve pas encore sa vitesse de croisière. Quand bien même, je t'ai dit que c'était la 6e victoire de suite en Ligue 1, mais au niveau du jeu, ce que met souvent en avant Luis Enrique, on a une équipe qui ne domine pas, notamment sur 90 minutes. La première période, je cite encore une fois, Luis Enrique était très faible. Strasbourg était la meilleure équipe. L'ouverture du score est quand même très circonstancielle avec une énorme bévue de Mamadou Sarr, bien exploitée par Mayoulou. Après, derrière, Strasbourg a été globalement supérieur. Strasbourg a raté un penalty. En seconde période, il faut quand même être honnête, le PSG a été pour moi supérieur jusqu'au moment du carton rouge. Et même après le carton rouge, ils ont affiché des vertus mentales pour aller chercher ce deuxième but. Mais le fait est, Cyril, que sur 90 minutes, le PSG manque de constance. Et ça, les adversaires l'ont bien compris et commencent à prendre de plus en plus de points, commencent à beaucoup plus gêner le PSG. Ce n'est pas pour rien que le PSG a loupé notamment son objectif du top 8 sur la deuxième période contre Newcastle. Pour moi, Newcastle notamment a été globalement supérieur et aurait même pu repartir avec la victoire sans un Safonov décisif. Donc c'est un PSG... On a beaucoup parlé de la notion d'interrupteur sur la deuxième partie de saison, d'un PSG qui allait monter de manière inévitable en puissance. Force est de constater qu'on entre dans le 7e mois de compétition et on ne peut pas arriver avec assurance et dire que le PSG monte en puissance. Tu as parlé d'un penalty arrêté et j'aimerais bien qu'on s'arrête là-dessus parce que c'est quand même un des enjeux de la saison parisienne. C'est quelque chose dont on discute depuis septembre déjà. C'est évidemment le cas Lucas Chevalier. Safonov était à nouveau titulaire face à Strasbourg. Safonov a arrêté un penalty. Luis Enrique a dit de lui en conférence de presse qu'il en avait eu des gardiens qui arrêtaient les penaltys, mais que c'était peut-être le meilleur dans cet exercice. Je vais poser une question toute simple. Est-ce qu'il faut considérer désormais Safonov comme le titulaire du poste et donc Chevalier
comme officiellement le remplaçant. Écoute Cyril, il y a 2 mois, je voulais pas m'y résoudre, je voulais pas croire justement au déclassement de Lucas Chevalier. On était ensemble avec Arthur. Et Cyril, force est de constater qu'aujourd'hui, la semaine renforce Safonov et que oui, pour moi, il y a un passage de témoin qui est évident en faveur de Safonov. Quand bien même Luis Enrique, il a eu des précautions d'usage en conférence de presse parce que la semaine footballistique de Safonov, c'est une parade très importante face à Barnes, à un partout au Parc des Princes contre Newcastle. Et donc, ce pénalty de Panicelli à 0-0 qui ne permet pas à Strasbourg justement d'ouvrir le score et qui permet au PSG de rester à 0-0 avant d'ouvrir le score. Ce sont 2 images qui sont très importantes et qui renforcent Safonov. Et au-delà de ces images, il a quand même réalisé une bonne prestation, même si c'est vrai qu'en seconde période, il n'a pas eu grand-chose à faire. Mais pour moi, le passage de témoin est clairement symbolique, à savoir que Safonov, sitôt sorti de l'infirmerie, a été titularisé par Luis Enrique et qu'il a rempilé contre Strasbourg. Donc pour moi, Safonov est passé devant. On a regardé justement les feuilles de match. C'est vrai que à partir, et notamment Newcastle, qui était le vrai signal, c'est-à-dire que Safonov était blessé, donc il a raté 5 matchs. Du Paris FC à Auxerre, c'était Chevalier. À partir du moment où Safonov était de nouveau disponible, c'est lui qui a été préféré. Ça dit plus que Safonov a pris le pouvoir ou que Chevalier l'a perdu? C'est une très bonne question. Alors, moi, je dirais que Safonov a pris le pouvoir. Safonov a pris le pouvoir parce que à partir du moment où il y a eu pour moi ce tournant qui est la finale de Coupe intercontinentale, on l'avait dit, après la blessure de Safonov, et quelque part, les absents n'ont pas souvent tort, les absents parfois ont raison. À partir du moment où Safonov se blesse, on se disait que Lucas Chevalier, il avait un momentum pour être très très fort, sinon Safonov allait revenir. C'est exactement ce qui s'est passé. Lucas Chevalier n'a pas été en mesure justement d'avoir ce fameux momentum en sa faveur. Et Safonov est revenu de manière très naturelle et il a été tout de suite décisif. Donc pour moi, au départ, ça aurait pu être surprenant en début de saison, mais le fait est que Luis Enrique est quand même coutumier du fait. Il avait déjà été amené à faire ce type de choix au Barça entre Ter Stegen et Claudio Bravo. Il avait privilégié Claudio Bravo en Liga. On se souvient qu'avec la sélection espagnole, il avait écarté David De Gea pour mettre en avant Unai Simon. Très souvent, Luis Enrique a eu affaire notamment avec ses fameux choix de gardien. Et force est de constater que les 2 fois, il a eu raison. Est-ce qu'il aura raison une 3e fois? On le saura sur la fin de saison 2025-2026. Est-ce qu'il y a une possibilité que ça change encore en cours de saison? Où là, on parlait de Chevalier dès le premier classique, je m'en souviens avec toi, parce que sa sortie avait été ratée. On se demandait si vraiment il avait l'étoffe. Succession de Donnarumma, on ne va pas refaire le film. Mais là, est-ce qu'il faut considérer que Safonov va rester titulaire jusqu'à la fin de saison, hormis blessure ou hormis grosse bévue, ou il y a un monde où Luis Enrique change à nouveau d'avis? Écoute, quand on connaît Luis Enrique, moi je ne voulais pas m'y résoudre, on ne peut rien écarter. Mais moi, ça me paraît très compliqué de voir un nouveau changement définitif en faveur de Lucas Chevalier. Parce que là, on va rentrer sur les échéances de plus en plus importantes. Il va y avoir Monaco d'ici 15 jours à l'occasion du barrage de Ligue des Champions. Il y a le classique qui arrive. Donc moi, je pense que Safonov va continuer. Et si Safonov continue de bien travailler, continue d'être performant surtout, je ne vois pas comment Lucas Chevalier pourrait repasser devant. Voilà, on va suivre les semaines qui viennent. La situation de Chevalier devient un peu plus inquiétante. On rappelle, il y a la Coupe du Monde quand même en fin de saison. Il est dans le groupe France, mais il était passé numéro 2. S'il est numéro 2 au PSG, est-ce qu'il pourra garder ce statut en équipe de France? Ce sera un des enjeux évidemment de la fin de saison pour lui. On va quitter le PSG parce que l'actualité en Ligue 1, elle est autour d'un autre club, Elton. Alors, il y a Lyon qui a gagné et qui est revenu à hauteur de Marseille, mais c'est justement dont Marseille dont on voulait parler. Et cette crise qui continue de couver du côté de la commanderie, les résultats, on ne vous fait pas un dessin, il y a cette élimination piteuse mercredi en Ligue des Champions. Ce nul... qui sort un peu de nulle part, à Jean-Bouin arraché par le PFC dans le temps additionnel. Et ce lundi, des informations de la Provence sur des fortes tensions à la commanderie, des altercations. On sait que c'est le dernier jour du mercato. On ne vous fait pas un dessin, mais c'est une gare de triage actuellement à la commanderie. Donc, est-ce que Marseille peut imploser, tout simplement? C'est ma première question. Oui, Marseille peut imploser. Dans la mesure où là, on est sur une situation qui est extrêmement tendue.
tant sportivement qu'en dehors du terrain, parce qu'on sait à quel point l'objectif de se requalifier de manière directe en Ligue des Champions est très importante. Je vous rappelle la dernière fois que l'Olympique de Marseille a été en capacité de se qualifier 2 fois de suite en Ligue des Champions, et je dis bien de manière directe en Ligue des Champions, parce qu'il s'était qualifié pour les tours préliminaires en 2023. La dernière fois que l'Olympique de Marseille a réalisé cette performance, c'était à l'époque Deschamps. Ouais. C'était à l'époque Deschamps, ça ne nous rajeunit pas. Donc aujourd'hui, du côté de l'Olympique de Marseille, là on est sur une semaine, on a l'impression de se répéter. Ouais, chaque semaine est décisive. On est sur une semaine qui pourrait être la semaine de la bascule. Ouais. Parce que dans un premier temps, il y a un match très important, 8e de finale de Coupe de France contre Rennes. Ça a beau n'être qu'un 8e de finale de Coupe de France. Quand on sait que le PSG a été éliminé de manière très précoce, la pression est davantage sur l'Olympique de Marseille. Et ensuite, dimanche, il y a le classique contre le PSG. Ouais. Le classique qui prend encore plus d'importance parce qu'au-delà d'affronter le PSG, il y a surtout la perspective pour la première fois depuis très longtemps de sortir du podium si l'Olympique Lyonnais venait à remporter son match. Voilà le tableau d'ensemble pour l'Olympique de Marseille qui traverse une période très compliquée avec beaucoup de bruit, beaucoup de doutes à l'intérieur du groupe et avec en toile de fond, qu'est-ce que va faire l'entraîneur Roberto De Zerbi, notamment sur sa capacité à gérer cette ambiance qui est plutôt maussade. J'allais y venir, évidemment, De Zerbi qui est dans l'œil du cyclone. Je te partage un constat que j'ai fait en écoutant ces confs de presse, mais on a l'impression presque qu'il est dépité, ou en tout cas sans réponse. C'est pas le De Zerbi qu'on peut avoir habituellement, un peu volcanique, un peu fier, avec des discours presque guerriers, très motivateurs, etc. Là, on a l'impression qu'il ne comprend pas comment son équipe peut être aussi illisible du jour au lendemain et qu'il ne trouve pas la solution pour redresser ce groupe-là. Est-ce que tu partages ce constat-là et qu'est-ce que tu en fais finalement ? Oui, je partage totalement ton constat, Cyril. Il se trouve que samedi, j'étais du côté de Jean Bouin lors de Paris FC Olympique de Marseille. Et j'ai beaucoup regardé Roberto De Zerbi et j'ai vu un coach qui était globalement apathique. Ouais. Moi, ce qui m'a un peu étonné, parce qu'on le connaît notamment très expressif, même si, attention, par moments, il a été expressif, ça faut quand même être honnête, mais on avait le sentiment d'avoir un coach touché, beaucoup plus calme qu'à l'accoutumée, précisément parce qu'il vit une période qui est compliquée, une période où l'Olympique de Marseille a été sorti de la Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille a été rejoint par le PFC, et globalement, le drame de Roberto De Zerbi à l'Olympique de Marseille, c'est que son équipe ne lui ressemble pas. Ouais. Et ça, pas seulement depuis quelques semaines, mais depuis 1 an et demi. L'image d'une équipe fière, courageuse, portée vers l'avant, que veut Roberto De Zerbi, que veut installer Roberto De Zerbi, ne correspond à cette équipe qui est souvent dans la non-prise de risque, dans cette idée d'obsession du contrôle pour éviter justement de se faire transpercer par les attaques adverses. Et forcément, ça donne une équipe qui est illisible, qui est irrégulière, qui est capable d'avoir un très bon début de match contre le RC Lens et qui, 3 jours plus tard, est capable justement d'avoir un très mauvais début de match contre Bruges. Il n'y a pas de régularité, il y a plutôt une irrégularité et surtout, il y a une crise d'identité dans cette équipe de l'Olympique de Marseille, à savoir que cette équipe de l'Olympique de Marseille ne ressemble pas à Roberto De Zerbi et ne remplit pas notamment ce fameux droit au but cher à l'Olympique de Marseille, quand bien même, c'est vrai, l'Olympique de Marseille a marqué beaucoup de buts. Et ça, pour moi, c'est le drame de Roberto De Zerbi, parce que je pense que, indépendamment du résultat, il aimerait surtout avoir une équipe qui lui ressemble, une équipe qui va dans le sens où il veut. Et comment tu expliques tout simplement ça, parce que s'est repenché sur son CV quand même. Sassuolo, une équipe hyper emballante. Brighton, on n'en parle pas. Est-ce que c'est parce que c'est l'OM et que l'attention médiatique est quand même beaucoup plus aliénante que dans ces deux clubs-là? Est-ce que c'est parce que les joueurs ne correspondent pas à son projet de jeu? Mais bon, quand on voit le nombre d'arrivées et départs, à un moment, il y a forcément des joueurs qui devraient coller. Et on le voit aussi avec, je crois que c'est 31 compositions différentes en 31 matchs. Ouais. Comment tu expliques qu'il ne trouve pas la clé et que cette équipe, il n'arrive pas à la faire adhérer à ce qu'il voudrait faire? Écoute, pour moi, l'Olympique de Marseille est un point de rupture dans la carrière de Roberto De Zerbi, dans le sens où, quand on évoque Sassuolo,
quand on évoque Brighton, et avec beaucoup de respect pour le Shakhtar Donetsk, enfin, quand on évoque surtout Sassuolo et Brighton, c'était des équipes outsiders, des équipes qui n'étaient pas attendues, notamment pour aller truster le haut du tableau. Là, quand on parle de l'Olympique de Marseille, on parle d'une équipe qui a vocation à être l'une des locomotives du championnat. Une équipe qui est très attendue, une équipe où la pression médiatique est tout autre qu'à Brighton, qu'à Sassuolo, où la pression, elle est quand même relative. Et ça, pour moi, c'est la première fois que Roberto De Zerbi est confronté notamment à ce contexte-là, à savoir jouer tous les 3 jours, avoir notamment beaucoup plus de pression, beaucoup plus notamment de résultats positifs à aller chercher. Et à côté de ça, il arrive dans un club qui justement est en mutation, notamment sur un club qui a beaucoup plus d'ambition et un effectif qui est très changeant. J'ai beaucoup écouté notamment la conférence de presse de Roberto De Zerbi avant le match contre le Paris FC, où il parlait d'un vécu commun à construire pour l'Olympique de Marseille, avec notamment des joueurs qui se connaissent, des joueurs qui évoluent ensemble dans la continuité, dans une certaine régularité, chose que tu ne peux pas avoir à partir du moment où il y a 31 compositions différentes en 31 matchs. Mais tu ne peux pas aussi avoir ce discours-là en conférence de presse et derrière valider les choix de ta direction qui, 6 mois après, se débarrasse d'Angel Gomez, pourrait se débarrasser de Matt O'Reilly, pourrait se débarrasser de Vermeuren. Je veux dire, il faut que tu puisses imposer des choses à tes dirigeants en disant laissez-moi du temps, on va construire. Là, on a l'impression qu'ils valident aussi les mouvements perpétuels du duo Longoria-Benassia. C'est vrai qu'on peut noter une incohérence. Après, jusqu'à quel point Roberto De Zerbi est responsable des manœuvres qui se font dans les bureaux, ça, on ne saura jamais, parce qu'on peut aussi se dire que, quelque part, ces fameux recrutements servent à avoir la meilleure équipe possible pour l'Olympique de Marseille, et Roberto De Zerbi ne va pas cracher dessus. Par exemple, quand ça récupère Timber de Feyenoord, je pense que c'est un bon choix. Quand ça récupère Nwaneri, qui était un joueur qui avait explosé pour moi du côté d'Arsenal la saison dernière, et là qui a la relance auprès du côté de l'Olympique de Marseille, ça peut être intéressant. Roberto De Zerbi, il va valider ça, mais le fait est que le fait d'avoir cette instabilité, ces mouvements permanents, ça n'aide pas l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'il y a un monde où De Zerbi n'est plus l'entraîneur de l'Olympique de Marseille la semaine prochaine, au moment où on fera le débrief de ce PSG-OM? Alors pour moi, je crois au pacte de grands seigneurs et je pense que Roberto De Zerbi va rester coach de l'Olympique de Marseille jusqu'à la fin de saison. Après, pour moi, il devrait tourner la page. Et par contre, on peut rien écarter quand on connaît la folie marseillaise. Mais pour moi, ça me paraît improbable parce qu'on l'a encore écouté après le match contre Paris FC. Voilà, il est combatif, il veut redresser l'Olympique de Marseille, parce que c'est vrai que là, il joue beaucoup plus que son poste à l'Olympique de Marseille. C'est son CV dont il est question, parce que le fait d'avoir cette élimination précoce en Ligue des Champions, c'est déjà une tâche indélébile dans sa carrière. Et s'il venait à quitter de manière très précoce l'Olympique de Marseille, pas sûr que ça aiderait Roberto De Zerbi et notamment sa cote à l'étranger. C'est un bon teasing pour le match de dimanche. Déjà, avant ça, il y a les retrouvailles avec le Vélodrome mardi face à Rennes. Puis le match face au Paris Saint-Germain. On débriefera ça sans grande surprise avec Arthur la semaine prochaine, Elton. On va quitter la Ligue 1 et on va désormais en Angleterre parler d'un homme, Hugo Ekitike. Et allez, on atterrit donc en Angleterre avec notre Cup of Tea traditionnel du lundi matin. On retrouve Philippe Auclair qui a passé, comme souvent, j'ai envie de dire, même comme toujours, un week-end très animé sur les pelouses de Première Ligue. Comment ça va, Philippe ? Écoute, pas trop mal. Le thé est excellent et le week-end a été en effet plutôt intéressant et agité comme d'habitude, comme tu le dis, absolument. On va commencer par la fin, si tu veux bien, Philippe, parce que pour ne trahir aucun secret, on s'écrivait pendant le match de Tottenham-Manchester City en se disant que les Spurs étaient en train de lâcher leur entraîneur. Finalement, Tottenham a réussi à égaliser face à Manchester City. Thomas Frank a donc gagné un sursis. Et cette équipe de City avance toujours à un rythme quand même qui ne lui ressemble guère, on va dire. Oui, et voilà, Pep Guardiola a essayé je dirais pas qu'il a essayé de trouver des excuses, mais ses explications n'ont pas vraiment convaincu parce qu'en fait, il s'est plaint du but qui a permis à Tottenham de revenir à 2-1, où on voit en effet Dominique Solanke frapper le ballon, mais il frappe le ballon et en même temps qu'il frappe le ballon, il frappe la jambe de Marc Guéhi. Donc Pep Guardiola dit qu'il y avait faute, que le but n'aurait pas dû être accordé, etc. Bon, bref. Mais enfin, si jamais il utilise ça comme excuse, ça veut te dire que la performance de son équipe en seconde période a franchement été plus que décevante.
Une première période pendant laquelle Tottenham a été inexistant, je dirais même presque honteux. Il y avait absolument rien dans cette équipe, aucune Ouais. énergie, aucune envie, aucune imagination. On peut continuer comme ça pendant longtemps. Et City, en déroulant, s'est retrouvé à mener 2-0. Alors, j'ai une stat assez étonnante à te donner, c'est que la dernière fois que City menait 2-0 à la mi-temps et a perdu un match, c'était en avril 2018. Donc ça remonte. Et ils Ah ont ouais. été 115 fois dans cette position de mener Oh, par 2 buts. Ils n'avaient jamais perdu et ok. jamais fait match nul. Ils avaient toujours gagné. Et là, la seconde période, ils ont tout simplement. Bon, alors, un Tottenham qui visiblement s'était fait rappeler quelques vérités par Thomas Frank dans le vestiaire, mais un Tottenham que je dirais pas transfiguré, mais tout simplement à un bon niveau. Et puis City derrière, ça confirme, si tu veux, tous les problèmes que City a en défense en particulier. Et très Ouais. honnêtement, je pense quand même que Manchester City, sur la fois de la seconde période, peut s'estimer heureux d'être parti avec un point et peut encore dire merci à Donnarumma qui a fait quelques arrêts absolument superbes pour empêcher Tottenham de terminer ce comeback assez incroyable de 0-2, donc à 2-2, et ça aurait pu finir 3-2 ou 4-2 même carrément. Donc ça ne fait pas les affaires de Manchester City, mais ça fait évidemment les affaires d'Arsenal, puisque Arsenal a maintenant 6 points d'avance sur les Citizens. Tout à fait. Ce sera le fil rouge de toute façon de Tour d'Europe jusqu'à la fin de Mmh. saison et cette potentielle libération pour les Gunners. Je voulais qu'on parle aujourd'hui d'un club qui revient bien, finalement. Un club dont on a déjà beaucoup parlé en ce début de saison parce que il était arrivé plein d'ambition à la suite de son titre la saison passée. C'est évidemment Liverpool. On va pas revenir Mmh. sur le recrutement XXL qui était celui de Liverpool la saison passée. Il n'empêche que là, on commence à voir des pièces du puzzle qui se mettent en route. Une victoire 4-1 face à Newcastle. Quand vous voyez Ouais. toutes les difficultés qu'a eu le Paris Saint-Germain face à Newcastle en Ligue des Champions, ça dit quelque chose Ouais. du niveau actuel de Liverpool. Un Hugo Ekitike encore buteur et un Florian Wirtz enfin connecté avec ses partenaires. Et surtout connecté à Hugo Ouais. Ekitike, je te dirais. C'est-à-dire, ça faisait vraiment d'ailleurs plaisir à voir. Je veux dire, c'était un bonheur pour les connaisseurs de foot de regarder la façon dont ces deux joueurs se comprennent. Ça n'a pas été de la télépathie instantanée, hein, puisque Florian Wirtz, il faut attendre, je crois, le 27 décembre pour qu'il marque son premier but pour Liverpool. Mais depuis, c'est pas qu'il met les bouchées doubles, parce que si tu mets les bouchées doubles et que tu n'as rien marqué, tu marques toujours rien. Donc, Ouais. il a redécouvert ses crampons de la Bundesliga. Il a marqué des buts et des buts importants en Première Ligue et en Europe et en FA Cup, si je ne m'abuse. Et puis derrière, Hugo Ekitike, qui était, je te dirais, de tous les joueurs acquis par Liverpool à l'intersaison, Ekitike, au passage, qui avait été soufflé sous le nez de Newcastle. Une certaine ironie Ouais, là-dedans. tout à fait. Et depuis le début de la saison, en fait, dans une équipe qui avait des problèmes, Ekitike n'a jamais vraiment déçu. Même au contraire, souvent, tu terminais de regarder les matchs, tu disais, ah oui, ben, au moins, lui, il est là. Il est là, il a de la vivacité, il a de la vista. Et franchement, sur ces derniers matchs, c'est un pur plaisir. Et c'est un pur plaisir de les voir combiner tous les deux, avec Florian Wirtz qui est dans le rôle de numéro 10, parfois joue à droite, parfois joue à gauche également sur les ailes. Et s'est vu donner beaucoup de liberté par Arne Slot. Quand tu vois le bagage technique sur le but égalisateur, c'est absolument somptueux. Je veux dire, les Mm. doubles contacts dans des tout petits espaces et le ballon qui est donné, non pas instinctivement, parce qu'il sait où Ekitike sera pour conclure ça et donc revenir à un partout. Il y a une entente entre les deux qui est en train de se créer et qui est le genre d'entente sur lesquelles tu peux bâtir le secteur offensif d'une équipe. Philippe, Et franchement, c'est. Oui. non, pardon, je ne voulais pas te couper, mais j'allais dire, on est en 2026, il y a une échéance importante qui arrive. Ah, J'aimerais qu'on se concentre un petit peu sur Ekitike, parce que tu l'as dit, il y a des stats quand même. Il est déjà à ouais. 15 buts depuis son arrivée. Mais tu vas peut-être me dire si je me trompe, mais à chaque fois que je regarde un match de Liverpool, je retrouve aussi le Ekitike que j'avais vu à Reims, qu'on avait vu aussi un petit peu en Bundesliga. Pas du tout celui qu'on avait pu voir au Paris Saint-Germain, qui était corseté dans un rôle qui lui correspondait pas, mais c'est un attaquant qui aime jouer pour les autres aussi. C'est-à-dire qu'il y a les stats, il y a des buts, mais il fait beaucoup d'autres choses dans un match de football, quoi.
Je suis totalement d'accord avec toi et j'irais même encore plus loin. Je dirais qu'en ce moment, dans la forme qu'on voit, où on le voit, Ekitike est définitivement pour moi candidat à une place de titulaire avec les Bleus. Alors je sais que ça va faire hurler parce que tout le monde sait, moi, c'est Kylian Mbappé qui joue à la pointe de l'attaque des Bleus. Moi, ce que je dis, c'est que Kylian Mbappé, il est tout aussi, voire plus efficace sur une aile. Hein. N'oublions pas que il était d'ailleurs, Kylian Mbappé n'était pas content du tout lorsque Thomas Tuchel le faisait jouer avant-centre. Hein. Oui. Et Donc que sa Coupe du les Monde choses ont 2022, il changé, la joue côté gauche. exactement. Donc on ne peut pas dire qu'il l'ait vraiment loupé à un point de vue individuel. Et moi, je pense à un trio de pointe, Kylian Mbappé à gauche, Ousmane Dembélé à droite, et puis Désiré Doué sur le banc pour remplacer l'un ou l'autre lorsqu'il faut emporter encore un peu plus de peps, et Hugo Ekitike dans l'axe. Et je me dis, mais c'est une merveille. C'est une merveille avec soit Ryan Cherki ou Michael Olise derrière en numéro 10. Ça a de la gueule. Et dans la forme où il est, en plus de ça, tu parles d'un joueur qui a vraiment un sens, le sens du collectif, ça c'est vrai. Ouais. Tu parles d'un joueur qui est à l'aise dans les petits espaces. Tu parles d'un joueur qui est un vrai buteur, à savoir qu'il n'attend jamais, il ne va pas tout réussir. C'est pas, il n'a pas d'hésitation dans les 18 mètres. Et il n'a pas d'hésitation non plus s'il faut frapper de loin. Il aime les espaces, c'est un dévoreur d'espace, mais en même temps, c'est un joueur de surface. Il est très bon de la tête. Il est très bon des deux pieds. Le finish contre Newcastle, Ouais. je sais pas, c'est pas un externe, c'est pas un pointu, c'est entre les deux, mais c'est un vrai finish de numéro 9. Et tu te dis, tu vois, tu peux entendre, je pense, dans le son de ma voix que je suis enthousiasmé par ce que je vois, Ouais. mais je le suis vraiment. Et je le suis vraiment, et pour Liverpool, et j'espère pour l'équipe de France, un joueur de ce talent-là, on ne peut pas s'en priver. Je crois que tu n'es pas le seul à être enthousiasmé, puisqu'on a lu quand même les déclats de Steven Gerrard au micro de TNT Sport, qui compare Hugo Ekitike à Fernando Torres. Je vais trahir un secret ici, moi c'était un de mes attaquants préférés en étant jeune, Fernando Torres. Il y a des similitudes, effectivement. Alors, on n'est pas au même degré Oui. de légende, mais c'est vrai que on est sur ce type de joueur qui est, comme tu le dis, qui peut être tueur dans la surface, tout en se créant par lui-même des situations ou amener des situations par un dribble, une prise d'espace. En Angleterre, on est vraiment sur la même ligne que ce que dit Gerrard actuellement autour des Ekitike. Il fait l'unanimité. Qui que tu écoutes, soit lié à Liverpool, comme c'est le cas de Steven Gerrard. Et au Bien passage, sûr. je trouve que la comparaison est chouette. Elle ne m'était pas venue à l'esprit, mais en effet, oui, quand tu réfléchis, tout à fait. Évidemment, c'est Liverpool, hein, c'est la connexion Liverpool qui veut ça. Voilà. Mais je pense que tous les observateurs du football anglais de la Première Ligue s'accordent à dire que Hugo Ekitike est en ce moment l'un des numéros 9, si ce n'est le numéro 9, le plus performant de la Première Ligue. Et non seulement le plus performant, mais aussi le plus séduisant. Il y a en plus de ça dans son jeu, qui est très excitant à voir. Hein, c'est un joueur excitant à regarder. Mais il y a une énergie et une volonté du don de soi-même. Il est perpétuellement en éveil. Et Ouais. ce qui n'est pas une qualité que partagent nécessairement tous les attaquants. Il est constamment en éveil. Il est là, il regarde ses appels, il est constamment à l'affût de la petite occasion qui va lui permettre soit de... Et puis alors le ballon, il le veut. Hein. Il n'a pas peur qu'on lui file dans les petits espaces. Non, file-le-moi, file-le-moi, file-le-moi. Franchement, et il est comme ça depuis le début de la saison. Le truc, c'est qu'il était dans une équipe qui fonctionnait mal, ou pas bien du tout, ou médiocrement, et que là, il est dans une équipe qui, en Europe, ça sans le moindre doute, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont quand même passé 6 buts à Karabag pendant la semaine, hein, pour terminer dans le top 8 de la Ligue des Champions, mais également en championnat d'Angleterre, montre des choses, et en particulier grâce au fait qu'il a un joueur comme Florian Wirtz, qui lui aussi est en train de s'épanouir en Angleterre. Et donc, on a les deux anciens de la Bundesliga qui se rappellent à notre bon souvenir, et puis qui également vont peut-être faire réfléchir à deux fois ceux qui disent que les joueurs qui arrivent de Bundesliga ne peuvent pas réussir en Première Ligue, qui est une chose que j'ai souvent entendue et qui est une des plus grosses bêtises, j'allais dire un autre mot, qu'on puisse sortir sur les joueurs qui viennent de la Bundesliga. C'est vrai que tu regardes d'ailleurs Voltemade également, c'est pas vraiment mauvais pour Newcastle. C'est pas trop mal. La seule chose,
Mais la seule chose que je dirais pour Newcastle, c'est qu'il faut quand même modérer un tout petit peu notre enthousiasme pour Liverpool, dans la mesure où c'est une équipe de Newcastle qui avait été très marquée par son match contre le PSG, à qui il Mhm. manquait Joelinton, à qui il manquait Bruno Guimaraes, qui n'était donc pas vraiment au top du top. Tu sentais qu'il y avait quand même de la fatigue. Mais bon, il faut en profiter, il fallait le faire. Et Liverpool, et Wirtz, et Ekitike ont su le faire. Dernière question sur Liverpool, Philippe, parce que c'était face à Newcastle. L'histoire du match, c'est donc Wirtz et Ekitike. L'histoire du match, ça aurait pu être aussi Alexander Isak. C'est un dossier qui est lié aussi à celui de Ekitike. Euh, on en est où d'Isak en fait à Liverpool? Parce que finalement, on a l'impression qu'Ekitike occupe le poste de titulaire et qu'il n'y a pas vraiment de débat Oui, sur le fait de savoir si Isak doit être titulaire dans cette équipe, alors que c'est le plus gros transfert de l'été, que c'était censé être oui. voilà, le transfert qui change Liverpool. On en parle ou c'est un petit peu pour l'instant mis sous le tapis parce que y en a qui performent à sa place? Ben, on en parle, on va en reparler parce que, bon, bien évidemment, le pauvre Alexandre Isak, il a eu cette terrible fracture dans le match Ouais, contre Tottenham, mais où il marque et qui est en fait le match d'ailleurs où tu te dis, ah, ça y est, Alexandre Isak est d'accord. arrivé, et puis comble de malchance, cette fracture. Donc il était là, hein, il a regardé le match et il a d'ailleurs applaudi avec un grand sourire le but marqué par Ekitike, le deuxième but de Ekitike. Bon, ce qui signifie qu'il a au moins un bon état d'esprit. Il y Oui, a la possibilité avec Isaac. Isaac je dirais, il est moins neuf que pour moi que Ekitike. Donc tu peux à la limite penser à une ok. combinaison Isaac peut-être sur le côté gauche, dont à ce moment-là, ça serait Cody Gakpo sans doute qui ferait les frais. C'est Ok, possible. Mais bon, cette abondance de biens-là ne nuit pas. De toute façon, la question ne se c'est sûr. posera que dans un certain temps, assez longtemps en fait, lorsque Alexander Isaac aura terminé sa convalescence. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, mon cher Philippe. On te retrouve cette semaine sur Eurosport pour une chronique dédiée à la FA Cup, Oui, si je ne dis pas de bêtises, oui, et notamment aux absolument. inventions de la Absolument. fédération anglaise qui nous ravissent et qui font avancer le football. On va quitter Mhm. l'Angleterre et on va désormais en Italie retrouver Guillaume Pacini. Et allez, on termine donc par l'Italie. Guillaume Pacini qui nous a rejoint. Mon cher Guillaume, on est lundi, c'est le dernier jour du mercato. Dimanche, il y a eu une recrue en Ligue 1 avant de parler de Serie A. J'aimerais bien que tu nous parles de ce joueur-là qui est quand même un grand nom de la Serie A. Ciro Immobile qui a rejoint le Paris FC. Ça vaut quoi? Voilà, c'est ça ma première question. Eh ben, alors, écoute, ce qu'on peut dire déjà, c'est que c'est une grosse surprise. On ne s'y attendait pas du tout en Italie. Il faut rappeler que Immobile est arrivé à Bologne l'été dernier après une pige à Beşiktaş. Alors, ça vaut quoi? C'est dur de le dire aujourd'hui parce que Immobile était blessé de août à décembre. Donc, il a eu une grosse blessure, la plus grosse de sa carrière. Donc ça a été compliqué pour lui ce début d'aventure à Bologne. Il y a beaucoup de concurrence aussi devant, hein, parce qu'il y a Castro, Dalinga. Donc voilà, ça reste quand même une concurrence assez importante. Donc aujourd'hui, te dire ce que vaut Immobile, c'est dur parce qu'il faut voir le rendement en fonction de s'il sera titulaire, s'il aura beaucoup de temps de jeu. Mais il faut déjà rappeler qui est Immobile, Cyril. 4 fois meilleur buteur de Serie A. Seul Gunnar Nordal fait mieux avec 5. Meilleur buteur de l'histoire de la Lazio quand même, avec plus de 200 buts. Ouais. Donc Immobile, c'est un joueur qui a plus de 300 buts aussi en carrière. Donc c'est pas n'importe qui, il a 36 ans, il va avoir 36 ans. Donc c'est un joueur d'expérience, de rendement. Après voilà, il faudra voir aussi sa tenue physique après sa grosse blessure et voir s'il arrive à enchaîner les matchs. C'est aussi ça qu'il recherche aujourd'hui en signant Paris FC, qui a un projet de ce qu'en Italie quand même assez onéreux parce que Paris FC a Ouais, aussi, ouais. de l'argent. Donc attirer Immobilier, c'est pas rien. Après, il faut voir vraiment s'il arrive à reprendre du rythme en Ligue 1 parce qu'il ne l'a pas eu à Bologne. Il a eu sa plus grosse blessure, donc c'était compliqué de l'avoir pour lui. Mais s'il reprend du rythme, c'est 10 buts en une demi-saison. Enfin, on est sur ces bases-là. Il pourrait. Il pourrait. Moi, Ok. je pense que le peu de fois où on l'a vu à Bologne, honnêtement, il a toujours des bribes du Immobile qu'on a admiré à la Lazio, qu'on a admiré aussi en National, même si ça a été compliqué, hein, son histoire d'amour avec la sélection. Il a un peu plus Ouais. de 20 buts. Mais en tout cas, oui, c'est un attaquant qui peut faire du bien au Paris FC avant, encore une fois, la tenue physique. J'aime bien parce que tes accents chantants là nous emmènent directement au pays. Mon cher Guillaume, tu te souviens, dans Tour d'Europe, chaque fois je suis censé apprendre un nouveau mot italien. Je t'ai C'est vrai. devancé cette fois-ci et je vais te dire schiopero. Je ne sais pas si Google Translate est bon L'accent ou n'est pas pas. bon, Cyril. Ah L'accent mince. n'est pas bon. C'est chaud, Pedro. Bon,
Le mot-clé, c'est le mot grève, puisqu'on va parler évidemment de la Lazio et des événements qui se déroulent à Rome ces dernières semaines. Vendredi, face au Genoa, l'Olympico était vide. Les images sont presque flippantes, hein, si on est sincère. Pourquoi ? Parce que les Ultras avaient fait un communiqué pour boycotter ce match. Le sondage, la pétition a eu plus de 30 000 signatures, si je ne dis pas de bêtises, contre le président 35 000. Lotito. 35 000, ouais. 35 000, voilà. Explique-nous, tout simplement, que se passe-t-il à la Lazio ? Écoute, il y a un homme qui est dans le viseur de la Curva Nord et de quasiment tout l'Olympico parce qu'il était vite, tu l'as dit justement vendredi, c'est Claudio Lotito. Claudio Lotito, c'est le président de la Lazio depuis 22 ans aujourd'hui, très critiqué depuis de nombreuses années. Alors pourquoi ? Il y a diverses raisons. Il y a évidemment un manque d'ambition qui est déploré par les supporters de la Lazio qui aimerait bien avoir des recrues un peu plus flamboyantes, aimerait bien avoir des rêves de titres. Et c'est ce qui est marqué dans la pétition, je l'ai lu avant de venir avec toi, Cyril. Et ce qui ressort beaucoup, c'est l'interdiction de rêver. Comme si les tifosi d'Ala, ceux qui n'ont pas été champions d'Italie depuis 2000, Cyril Lotito n'était pas encore là, mais c'est à l'époque de Sven-Goran Eriksson et la belle époque de la Lazio. Ouais. Et c'est vrai que depuis, ça remonte. Et depuis, la Lazio, les derniers titres qu'a gagné le club romain, c'était en 2019, un doublé Coupe d'Italie, Super Coupe avec Simone Inzaghi sur le banc, donc ça remonte quand même à 7 ans. Et donc oui, il y a une envie de jouer les premiers rôles parce que la Lazio reste un club quand même important en Serie A. Et aujourd'hui, on voit aussi la Roma en face qui, avec Gasperini, joue le top 4, a un projet cohérent, a de l'ambition sur le mercato. Et c'est vrai que la Lazio, c'est tout l'inverse. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui partent, beaucoup de joueurs qui sont partis en ce mois de janvier. Le dernier mercato estival, c'est avec les Clopis. Ouais, bien sûr. Donc Guendouzi qui est parti en Turquie. En Turquie, Bandas qui est parti, Castellanos qui est parti aussi en Angleterre. Donc il y a beaucoup de piliers qui sont partis, qui ne sont plus là à la Lazio. Et surtout l'été dernier, quand Maurizio Sarri revient à la Lazio, Maurizio Sarri qui reste quand même un beau nom pour les bancs du foot italien, il arrive, il apprend très vite qu'en fait la Lazio ne peut pas recruter de joueurs parce qu'il y a eu des erreurs administratives. Et en fait la Lazio s'est retrouvée avec le mercato bloqué durant tout l'été et c'était le seul club en Europe à avoir ce problème-là. Donc voilà, en fait, c'est un mélange de plein de choses qui fait qu'aujourd'hui, les supporters de la Lazio sont très énervés. Et au-delà de la grève qui a été suivie en masse vendredi avec beaucoup de manifestations à l'extérieur du stade, il y a beaucoup de banderoles très virulentes contre Claudio Lotito. Et notamment, il y en a une qui revient avec insistance, c'est « Libérez-nous du mal ». Voilà, comme si Claudio Lotito représentait le mal de la Lazio et les tifosi de la Lazio ont envie d'être libérés de ce mal-là. Mais du coup, si j'entends le discours des supporters, si on est plus réaliste, la Lazio, ça devrait être un club qui joue le top 4 chaque année. C'est ça un peu l'ambition qu'il faudrait avoir pour ce club-là ? Oui. C'est ce qu'eux voudraient. Alors, évidemment, quand tu démarres une saison, tu as toujours envie de gagner le titre. Mais en Italie, c'est compliqué parce que tu as l'Inter, tu as Milan, tu as le Napoli. Donc voilà, les places, on va dire, sont prises. Mais dans l'idée, c'est juste avoir de l'ambition, du rêve. Les supporters de la Lazio aimeraient bien avoir de l'argent dépensé sur le mercato, voir des gros noms arriver, et puis voir un projet cohérent avec un projet de jeu, avec des choses qui s'installent dans le temps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à la Lazio, il y a eu des beaux moments. Claudio Lotito n'a pas tout fait mal. Une Coupe d'Italie notamment gagnée contre la Roma il y a une décennie maintenant en finale de la Coupe d'Italie. Donc ça, c'était on va dire, le Graal pour la Lazio. Mais c'est vrai que voilà, il y a eu quelques saisons en Ligue des Champions, dont le but de Provedel. On parle des buts de gardien en ce moment en Ligue des Champions avec Lunin. Provedel en avait mis un avec la Lazio il n'y a pas longtemps. Donc, il y a eu des belles périodes. Mais en fait, les supporters veulent rêver. Et Claudio Lotito, Cyril, alors c'est un personnage qui a 2 heures devant toi. On peut en parler. C'est très long. Mais c'est un personnage assez sulfureux, qui est dans la politique, qui a des déclarations parfois un peu lunaire. Donc, c'est un personnage qui est très décrié, très clivant et qui aujourd'hui ne passe plus du tout chez les tifosi à l'âge. Donc, il répond quoi face aux critiques, Lotito, justement ? Est-ce qu'il entend tout ça ou il est plutôt tête baissée et on avance face à la crise ? Il avance. Okay. Lui, il avance. Il n'est pas toujours à écouter. Même parfois, Cyril, il est en tribune présidentielle à l'Olympique. Quand il sort du stade, il y a même parfois des bousculades, il y a des tifosi qui veulent intercepter pour lui parler. Donc c'est vrai que parfois c'est assez virulent. Donc espérons qu'on n'arrive pas à des moments plus tendus que ceux qu'on vit actuellement. Mais
il y a vraiment une volonté de se libérer de Claudio Lotito qui aujourd'hui, voilà, si on prend le palmarès global depuis son arrivée depuis 22 ans, voilà, c'est très maigre. Donc en fait, ce que demandent les supporters, c'est de l'ambition, un projet et le droit de rêver. Mais rien que sur le mercato, en recrutant des noms un peu plus huppés, un peu plus excitants aussi pour les supporters. Il faut rappeler que cette saison, là, il y a plus de 30 000 abonnés. Hein, c'est un des records des dernières saisons. Donc, Mauricio Sarri, l'entraîneur, l'a dit vendredi soir après le match face au Genoa. On lui a posé la question, on lui a dit, mais qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette grève-là? Et lui a dit, bah, en fait, c'est dur à voir, c'est dur à encaisser, mais c'est un acte d'amour de la part des supporters. Et si c'est suivi en masse, eh ben, il faut l'écouter, il faut l'accepter. Et Mauricio Sarri, pour le coup, Cyril, il se positionne plus du côté des supporters que du côté de Claudio Lotito, parce qu'on voit bien aussi dans le vestiaire une espèce de fronde qui se crée contre le président, parce qu'aujourd'hui, il est vraiment plus en odeur de sainteté à la Lazio. Et donc, même en interne, on sent qu'il y a beaucoup de défiance envers le président. On l'a vu avec le cas Romagnoli, il devait partir, finalement, il est resté. Et oui, donc c'est vraiment un président qui est très clivant, même dans le vestiaire de la Lazio. En odeur de sainteté à Rome, c'est joli, Guillaume. Dernier petit mot, parce qu'on en a plusieurs fois parlé dans Tour d'Europe, notamment en parlant de la Roma, de cet écosystème romain qui est un peu très oppressant parfois. Ça s'applique à la Roma, ça s'applique aussi à la Lazio, ou il y a un petit peu plus de latitude à la Lazio? C'est aussi hystérique autour de la Lazio qu'autour de la Roma? Un peu moins, parce que par exemple, la Lazio n'a pas un journal quotidien comme la Rome avec il Romanista. Il n'y a pas autant de radios romaines qui parlent de la Lazio. Donc, moi, j'ai beaucoup parlé avec d'anciens joueurs français de la Roma qui me disaient, on avait parlé sur Eurosport.fr, on avait fait un grand article dessus, un grand reportage où les joueurs me disaient, mais c'est insupportable, tu sors dans l'entraînement, les journalistes savent ce que tu as fait, les journalistes t'oppressent, il y a 10 réseaux qui parlent de toi, il y a un quotidien qui parle de toi. Donc, à la Roma, c'est hyper oppressant. À la Lazio, un peu moins. Mais ça se ressent quand même parce que Rome, c'est une ville très, très volcanique qui vit pour le football, qui est très intense. Donc, ça s'applique pour la Lazio, on va dire, à un degré moindre quand même que la Rome. Mais on l'a vu vendredi soir face au Genoa, quand les supporters de la Lazio, les tifosi se disent bon, maintenant, stop, on en a marre. Il y a 30 000 personnes, Cyril, quand même, qui ont dit non, nous, on reste en dehors du stade, on va manifester. Même si la Lazio a gagné finalement ce match-là 3-2 avec un but de Qatar des capitaines à la fin de toute fin de match. Ce qui a marqué quand même les esprits, c'est cet Olympico qui est vide. Allez voir les photos. C'est assez impressionnant. Donc voilà, on verra bien ce qu'il en adviendra dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais en tout cas, à l'instant T, Cyril, on n'est pas du tout sur un possible départ de Claudio Lotito. Je pense qu'il est bien installé, il ne compte pas partir. Eh bien, très bien. On suivra le dossier dans le Tour d'Europe et sur Eurosport.fr. Merci beaucoup, mon cher Guillaume. Merci à vous, puisque c'est la fin de ce numéro de Tour d'Europe. Rendez-vous la semaine prochaine avec Arthur Merle sur la page YouTube d'Eurosport pour l'actualité du football européen. Je vous dis à bientôt. D'ici là, portez-vous bien et suivez le football européen.